Voilà. Bienvenue pour cette table ronde de la GreenTech s'empare de la lutte contre l'artificialisation des sols. Je laisse la parole à Monsieur Laurie, qui est donc l'animateur de cette table ronde. Merci, merci à la GreenTech de nous donner ce temps de parole et de nous permettre d'intervenir dans le cadre de cette table ronde. Donc, je suis Pascal Laurie, bonjour à tous. Je suis Pascal Laurie, donc je suis conseiller information géographique et spatiale auprès de la DGALN, donc la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature au ministère de la Transition écologique. Et je vais donc animer cette table ronde. La table ronde de ce matin, dont le sujet, donc, comme l'a rappelé la personne qui intervenait, donc le sujet est la lutte contre l'artificialisation des sols, un secteur d'activité en émergence pour la GreenTech. Donc, et pour cela, nous accueillons 4 intervenants. Frédéric Lasseron, donc, qui est responsable groupe stratégie foncière et expertise géographique au CEREMA. Raphaël Hainaut, qui est pilote du programme innovation à la direction des programmes et de l'appui aux politiques publiques à l'IGN. Florian Allary, qui est responsable projet chez la société Avinéon, et Nicolas Beaugendre, donc, qui est cofondateur et directeur général de Kermap. Alors, la première question, j'imagine, qui vous vient immédiatement à l'esprit est la suivante, l'artificialisation, mais de quoi parle-t-on et finalement, quels sont les enjeux autour de ce sujet? Donc, en fait, l'artificialisation des sols, chacun peut imaginer de plus en plus distinctement aujourd'hui ce que sera notre planète en 2050 si on continue à consommer les terres comme on le fait au rythme actuel. Donc, on aura une biodiversité qui sera encore plus affaiblie, concentrée sur des espaces réduits, avec toujours plus de pression. Des risques environnementaux qui seront plus aigus, des inondations plus fréquentes sous le coup de l'imperméabilisation des sols, et puis une autonomie alimentaire qui sera de plus en plus mise à mal parce que les terres qui sont consommées sont principalement des terres qui sont fertiles. Et de plus, des citoyens, du fait de l'étalement urbain, toujours plus éloignés en périphérie, avec toujours plus de gaz à effet de serre dans les transports, d'émissions de gaz à effet de serre pour les transports, et puis des budgets qui sont impactés, budget des citoyens, mais aussi budget des collectivités, parce qu'il faut, avec l'étalement urbain, il faut développer des infrastructures et des services qui vont avec. Donc, en France, il y a une prise de conscience croissante de ces enjeux. Il y a un certain nombre de textes réglementaires législatifs qui ont été produits sur le sujet depuis quelques décennies. Et c'est vrai qu'avec le plan biodiversité en 2018, donc, le sujet a considérablement été réactivé, ce sujet de l'artificialisation des sols et de la lutte contre le phénomène. Et puis, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat qui s'est aussi emparée de la question en 2020. Alors, tout ce parcours, depuis 4 ans, depuis le plan biodiversité, il a abouti à un texte qui a été promulgué cet été, donc la loi climat et résilience, qui vise à limiter l'artificialisation des sols et à aboutir en 2050, donc on se projette quand même très loin, à l'absence de toute artificialisation nette de ceux-ci. Donc, on recherche en fait un équilibre. Il ne s'agit pas d'arrêter d'artificialiser, ça c'est pas possible. Mais il s'agit bien de rechercher un équilibre entre maîtrise de l'étalement urbain, renouvellement, optimisation de la densité des espaces urbanisés, préservation de la biodiversité et de la nature en ville et protection des sols. Donc la loi, elle a apporté un bénéfice significatif, la loi de cet été, donc climat et résilience, c'est qu'elle a apporté une définition de l'artificialisation. Donc c'est l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Donc, au niveau de l'État, pour mener à bien la politique publique de lutte contre l'artificialisation des sols et suivre ses impacts, il est indispensable de bénéficier d'un outil de mesure qui soit fiable, précis et homogène sur tout le territoire national. Voilà, pour avoir des indications d'évolution de l'artificialisation à un rythme régulier. Donc ce dispositif, on a commencé à le construire depuis 2018, suite au plan biodiversité, et a été mis en place un observatoire de l'artificialisation des sols. Cela étant, il y a d'autres échelles d'appréciation de l'artificialisation des sols, donc, et on va aujourd'hui en parler.
Alors, je vais donner la parole aux différents intervenants maintenant. Donc, j'ai envie de leur poser cette question dans votre secteur d'activité, hein, puisqu'on a différents secteurs d'activité qui sont représentés aujourd'hui. Quelle est votre contribution dans ces diagnostics ou ces suivis de lutte contre l'artificialisation, cette mesure de l'artificialisation des sols, et à quelle échelle intervenez-vous en fait? Donc, je vais commencer à donner la parole à Frédéric Lasseron, donc du CEREMA. Merci pour ce temps d'échange. Voilà, pour le CEREMA, je dirais, si on qualifiait d'un mot notre intervention, notre contribution sur cette thématique, ça serait thermomètre. Voilà, donc le thermomètre pour, on va dire, quantifier le rythme de consommation d'espace. Alors, je dirais peut-être un vieux thermomètre parce que c'est pas récent. On est peut-être, voilà, on peut dater nos travaux, nous, à partir de plus de 10 ans, puisqu'on a, on va dire, on a une expertise sur l'appropriation et le retraitement des données fiscales, notamment de la base magique de la DGFiP qui permet d'asseoir et de calculer et de percevoir la taxe foncière. Alors, suite, on va dire, à une industrialisation, notamment avec le MTE de l'époque, de cette base magique pour avoir une meilleure appropriation, est vite apparu des études autour de la consommation d'espace, qui nous a permis, on va dire, à partir des années 2013-2014, de sortir une première série d'indicateurs avec une méthodologie assez macro à la commune. On ne détaillait pas les chiffres. Comme indiqué par Pascal Laurie, 2018, le plan national biodiversité et son action 7 a boosté, et pour les raisons rappelées, la demande sociétale d'être plus sobre en consommation foncière, d'améliorer les mesures de consommation d'espace. Donc, logiquement, le ministère s'est retourné vers le CEREMA qui avait la pratique on va dire, de cette première version de thermomètre, en nous demandant comment on pouvait contribuer à améliorer les mesures de consommation d'espace. On a réutilisé les mêmes sources de données, on n'a pas innové sur la source. Par contre, on a innové à partir de 2018 sur le process. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on est descendu notamment à une maille parcellaire et infraparcellaire avec les subdivisions fiscales sur la base des déclarations fiscales de l'occupation du sol, et en croisant via notre acquisition, via notre maîtrise d'une dizaine de millésimes de la base magique, retraité en fichier foncier. Donc au total, il faut imaginer que ça permet de recroiser, de recombiner plus ou moins de 900 millions de parcelles chaque année, pour, on va dire, déterminer des indicateurs de consommation d'espace agrégés à la commune, même si le calcul se fait à la maille infracommunale, pour mesurer, on va dire, les flux entre les espaces NAF qu'on a regroupés et les espaces urbains. Le résultat, on va dire, de ces travaux se retrouve publié sur le portail de l'Observatoire de l'artificialisation. Et ça permet, depuis donc 2018, d'avoir une série de chiffres, notamment en flux, sur la transformation de ces espaces à une maille communale, contextualisée d'indicateurs connexes avec, par exemple, les augmentations de population, de ménages, d'emploi. Une lecture, une analyse de ces données également annuelles pour commenter les tendances, ainsi que, comme toute bonne méthodologie, des rapports techniques, très techniques en son excuse, qui permet de détailler les méthodes d'élaboration et de calcul de cette première série d'indicateurs, puisque ce ne sont pas les seuls indicateurs qui a amené pour, on va dire, contribuer au thermomètre et la mesure de la consommation d'espace. Alors pourquoi ça ne sera pas les seuls? Parce que ces indicateurs, bien que pouvant répondre très rapidement à la demande du ministère d'alors de sortir au bout d'un an des indicateurs, ils comportent des limites. Les limites, c'est la source fiscale qui est déclarative, donc il ne faut jamais l'oublier. Une source fiscale est déclarative, donc la source fiscale n'est pas dédiée à l'observation du sol, elle est dédiée à calculer la taxe foncière, donc elle peut emporter certains biais.
Ensuite, on a, comme vous le savez, des espaces non cadastrés, hein, du domaine public, donc toujours un peu plus difficile d'examiner ces espaces pour nous. Et de mémoire, je vais peut-être dire une bêtise, mais bon, voilà, on est dans un ordre de 5% de mémoire des espaces non cadastrés. Des parcelles cadastrales hors normes, je pense aux golfs, aux carrières, qui peuvent emporter on va dire, des biais d'interprétation, enfin des biais de calcul assez importants de par leur surface et leurs usages. Donc voilà, nous, on va dire, peut-être en termes de conclusion sur cette première intervention, bon, une contribution au thermomètre, mais un bout du thermomètre, je dirais, qui est amené à se compléter. Voilà, voilà, Pascal, merci. Merci Frédéric Lasseron. Bon, donc on retient un thermomètre ancien, mais quand même, enfin moi ce que j'ai noté, c'est quand même un thermomètre puissant, hein, 900 millions de parcelles, bon, c'est pas rien, et puis des méthodologies quand même qui sont réactualisées fréquemment. Donc alors côté de l'IGN, avec Raphaël Hainaut, est-ce que l'IGN a des thermomètres qui sont plus récents? Bonjour à tous. Donc merci de m'avoir invité dans cette table ronde. Donc l'IGN, aux côtés du CEREMA notamment, et de l'INRAE, est en effet impliqué dans la production nationale de données d'une autre nature que les données dont vient de parler Frédéric. Donc, il s'agit de la production nationale de données géographiques de couverture et d'usage des sols, donc qui ont vocation à couvrir l'intégralité du territoire national, également les surfaces non cadastrées. Et donc, ces données qui se veulent neutres, qui seront précises dans leur nomenclature et également dans leur géométrie par rapport à la référence du référentiel à grande échelle. Il y aura une interopérabilité entre ces données et d'autres informations du référentiel à grande échelle. Donc, ces données permettront de contribuer à la mesure de l'évolution de l'artificialisation des sols. Donc ce projet-là, le projet que j'évoque, donc que l'on mène pour la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, donc en collaboration avec le CEREMA et l'INRAE, il est articulé en deux phases. Il y a une phase d'abord d'introduction de technologies innovantes à base d'intelligence artificielle pour automatiser autant que possible les processus de production de ces données d'occupation et d'usage des sols. Parce que cette automatisation est nécessaire, d'une part pour respecter l'agenda politique qu'a évoqué Pascal, et également pour permettre de travailler à des coûts maîtrisés. Donc il y a un volet automatisation des chaînes de production sur lequel on est encore très actif, et on a ensuite un volet de pilotage de la production et de la mise à jour de ces données d'occupation et d'usage des sols sur tout le territoire, sur 2 millésimes, d'ici fin 2024. Donc ces données seront calées, enfin les 2 millésimes que j'évoque seront calés sur les millésimes des prises de vue aériennes qu'opère également l'IGN. Et donc, ces données ont vocation à être diffusées de manière ouverte, selon la licence ouverte homologuée par Etalab. Donc, il y a un pilotage de la production, un appui fort sur la sous-traitance pour des phases qui sont à la fois en amont, la production de données d'apprentissage pour les outils d'intelligence artificielle qu'on mobilise dans la phase d'automatisation, et également en aval pour des phases de complètement et de correction qui vont, au moins pendant un certain temps, encore être nécessaires de mener avec des photo-interprètes humains. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps.
Merci Raphaël Hainaut. Donc on a vu ce que les modes d'intervention donc d'opérateurs publics importants hein, comme le CEREMA, l'IGN. Mais que se passe-t-il donc au niveau des entreprises et notamment d'une entreprise comme Avinéon? Est-ce que vous pouvez nous en parler, Florian Allary? Oui, bonjour et merci pour l'invitation avant tout. Alors, c'est une bonne transition avec ce qu'a dit Madame Hainaut, puisque nous, Avinéon, nous sommes producteurs de données d'occupation du sol à grande échelle pour le compte de l'IGN. Je vais vous en parler un petit peu et on intervient notamment sur la partie photo-interprétation. Ces données occupation du sol à grande échelle, donc c'est un référentiel qui est destiné à diagnostiquer l'état d'un territoire et en suivre l'évolution. Voilà, l'idée étant, en produisant différents millésimes, on peut calculer d'une année sur l'autre ou à un certain pas de temps l'évolution de la consommation de l'espace. Donc nous, pour vous décrire un petit peu ce qu'on fait, on va vraiment s'attacher, alors c'est complémentaire à ce qui a été dit, puisque nous, on va s'attacher à décrire la réalité physique du terrain, et sur vraiment l'intégralité du territoire concerné. Jusqu'à présent, et ça, c'est de même pour les prochaines années, les données d'occupation du sol sont produites à maille départementale. À l'échelle d'un département, donc en moyenne 6000 km², en moyenne pour un département français, c'est une surface assez conséquente. Notre travail consiste à décrire, à classifier le territoire en fonction d'une grille d'analyse, une nomenclature qui a été définie par le Conseil national de l'information géographique. Cette classification, elle est basée sur des images aériennes, sur la BD ortho, les orthophotos produites par l'IGN. Le travail des photo-interprètes va être effectivement en amont et en aval des process automatiques, de préparer et corriger, compléter les données dessins, les données au format vectoriel qui décrivent l'occupation du sol. C'est un travail de photo-interprétation et de saisie manuelle. Ce qui est important à retenir ici, c'est que l'occupation du sol, elle est qualifiée en fait en deux dimensions, la dimension couverture et la dimension usage. Par exemple, la dimension couverture, donc c'est vraiment strictement ce qui est physiquement observable à la surface du terrain. Donc on va chercher à distinguer des surfaces arborées qui sont recouvertes d'arbres et des surfaces herbacées qui sont recouvertes d'herbes. Ça c'est la couverture. En termes d'usage, par contre, une surface herbacée, ça peut être un pâturage avec un usage agricole, ça peut également être un golf avec un usage récréatif et un degré d'artificialisation qui est bien entendu différent. Et donc ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui et sur les prochaines années, on continue à qualifier l'occupation du sol par ces deux dimensions de couverture et d'usage. Ce que je peux ajouter pour donner une idée des volumes et de la masse de travail qu'il y a derrière ça, c'est que la saisie qui est effectuée manuellement aujourd'hui, elle est effectuée avec une précision de 1 mètre par rapport à la référence image. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous avons déjà produit 36 000 km² d'occupation du sol sur différents départements. Et on a une production en cours sur 32 000 km². Donc avec une précision de 1 mètre, voilà, ça donne une idée de la masse de travail. Et demain, dans les prochaines années, c'est 550 000 km² qu'il va falloir produire. C'est absolument considérable. Ce que je peux également dire pour terminer sur cette intervention, c'est que la nomenclature qui est utilisée, donc la grille de classification qu'on va appliquer sur le territoire, elle contient différents niveaux de détail. Donc, au niveau national, le programme qui est piloté par l'IGN s'appuie sur un niveau de détail qui a été choisi, qui est
qui est conçu pour pouvoir être adapté le mieux possible à l'ensemble du département, mais à l'ensemble du territoire national, pardon, mais il est possible de descendre à des degrés de détail plus fins pour pouvoir décrire plus finement certains territoires. Et ce degré de détail, eh bien, il est dicté, alors il va être dicté par les contraintes de planning, des contraintes de coût, des contraintes techniques, mais aussi bien sûr par les besoins des différents acteurs, les acteurs nationaux, les acteurs locaux, qui sont face à des enjeux de gestion qui ne sont pas toujours les mêmes. Merci. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Florian Allary. Donc là, nous venons de voir différents exemples avec une entreprise, des opérateurs publics, et avec un niveau d'intervention qui est plutôt un niveau d'intervention national, hein, suivi au niveau national. Est-ce que vous, Kermap, donc, est-ce que vous intervenez à un autre niveau? Comment vous intervenez? Est-ce que vous pouvez, Nicolas Beaugendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Oui, voilà. Tout d'abord, merci pour l'invitation, pour cette table ronde. Donc, très brièvement, Kermap, déjà, qui on est? Nous, on est une société qui a 4 ans, on est une quinzaine de personnes. Donc, nous, en fait, on fournit des informations stratégiques, des indicateurs clés en main à nos clients sur des thématiques urbaines, l'objet de la discussion aujourd'hui, également agricoles. En fait, on va utiliser les photographies aériennes, hein, comme l'IGN ou comme Avignon, également l'analyse massive d'images satellites. Donc, on va utiliser entre autres de l'IA, de l'intelligence artificielle, mais également de la photo-interprétation, comme Avignon, pour répondre vraiment aux enjeux de nos clients. Donc, finalement, Kermap, on intervient à plusieurs niveaux. Donc, on va travailler, par exemple, on va produire des cartes d'occupation du sol. Donc, c'est ce que nous avons fait pour le SCOT du pays de Saint-Brieuc. Donc là, on a travaillé sur l'évolution de leur territoire depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ont également besoin, à cette échelle de territoire, de pouvoir finalement suivre les mutations de leur terroir, quantifier, qualifier toutes ces évolutions, pour à la fois avoir cette connaissance très fine de l'artificialisation de leur territoire. Donc, ce qui était important aussi de noter, c'est que, comme l'a expliqué Florian, il y a un standard en France qui est le CSGE, donc occupation du sol grande échelle, qui est un peu dimensionné en deux. Il y a 2 dimensions, comme couverture et usage, comme l'a expliqué très bien Florian. Mais finalement, quand on discute avec ces acteurs-là, cette appropriation de cette occupation du sol n'est pas si aisée que ça. Elle convient très bien pour avoir des informations plus générales, échelle du département, national, pour que justement le ministère puisse avoir des indicateurs qui soient communs entre territoires. Mais quand on va voir un SCOT ou autre et qu'on leur dit, tiens, il y a cette occupation du sol qui existe, finalement, le degré d'analyse ne suffit pas. Très clairement, en fait, je prends souvent cet exemple. Quand on va qualifier une plage, quand on dit une plage, tout le monde va comprendre ce que c'est qu'une plage. Quand on va transcrire ça dans une occupation du sol en 2 dimensions, une plage, finalement, c'est un sol nu, avec un usage qui peut être, selon l'usager, peut-être un espace récréatif, hein, s'il fait de la planche à voile ou peu importe. Et c'est très difficile d'avoir juste ces 2 dimensions. Donc, avec ces acteurs-là, nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est que cette base soit utilisée, qu'ils puissent construire leurs propres indicateurs, qu'il y a aussi cette possibilité de pouvoir comparer et de pouvoir intégrer cette carte d'occupation du sol à un niveau plus large. Et donc, on a plutôt fait des tables de correspondance qui nous permet à la fois d'avoir des informations type OCSGE en 2 dimensions et un libellé qui est beaucoup plus compréhensible et facilement accessible pour les usagers de cette donnée. Et c'est notamment ce qu'on a fait pour le SCOT de Saint-Brieuc. Donc là, c'est vraiment une partie, on va dire, production d'indicateurs. Donc là, globalement, ça va être de la photo-interprétation ou un peu d'IA sur quelques classes thématiques très précises, mais on y reviendra un peu plus tard. Et ensuite, à notre niveau, on travaille également, par exemple, pour la région Grand Est, où là, finalement, on va venir valoriser des données d'occupation du sol qui sont produites par ailleurs, par une société de type Avignon, voilà. Donc c'est CLS en l'occurrence. Et là, on va travailler avec la région pour finalement définir des indicateurs qui soient également accessibles par le plus grand nombre et de mettre en place ces indicateurs. Donc là, on développe une plateforme qui s'appelle ocs.geograndest.fr pour que de l'élu au simple citoyen,
en un coup d'œil, on puisse comprendre l'évolution de leur territoire à l'échelle de la commune, de l'EPCI, du département, de la région, et que tout puisse être comparé. Et donc ça, en fait, finalement, on travaille à différents niveaux, sur différentes thématiques, à la fois production, valorisation, c'est ce que nous, on veut aussi porter, cette valorisation de cette donnée, à différentes échelles du territoire. Donc là, on va être plutôt sur de l'usage de photographie aérienne. Tous les 3-4 ans, comme le disait Madame Hénaud, il y a des nouveaux vols hygiènes qui sont opérés et qui nous permettent de suivre cette évolution du territoire. Et en interne, en R&D Kermap, on travaille également sur l'usage vraiment massif des images satellites, donc notamment de la constellation européenne Copernicus, pour aussi suivre certains niveaux d'artificialisation. Donc là, on va être sur des échelles un peu plus larges, continentales, où on va traiter des énormes volumes de données, pour sortir des informations plus macro. Et donc là, on développe nos propres algorithmes, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Donc voilà, un petit peu de la manière dont Kermap travaille, c'est à la fois essayer de bien comprendre les enjeux, de pouvoir y répondre, que ce soit compatible avec des standards qui soient plus généraux, type OCSGE, pour que l'usager puisse utiliser de manière très concrète la donnée, mais puisse aussi être utilisable par des échelons supérieurs, ministères, départements, régions. Voilà, c'est un petit peu la manière dont travaille Kermap. Merci Nicolas Beaugendre. Donc on le voit, hein, il y a différents acteurs, différents niveaux d'intervention, différentes attentes, différents besoins suivant les utilisateurs qui sont derrière. L'artificialisation, donc c'est un phénomène qui est assez qui est ténu, qui est clairsemé, qui représente, alors suivant le vieux thermomètre qu'on utilise avec les fichiers fonciers qui représentent environ 20 000 hectares par an. Donc on pourrait dire que c'est relativement peu rapporté au territoire national, hein, 550 000 km². Mais en fait, les impacts sont souvent forts et irréversibles. Donc pour suivre le ZAN, donc on a commencé à l'aborder, hein, pour suivre le zéro artificialisation net, il est indispensable de disposer de données à grande échelle, en fait, hein. Pas encore à très grande échelle, mais en tout cas à grande échelle, pour calculer ces flux d'artificialisation rapidement et régulièrement, en fait. Alors, j'ai envie de vous poser maintenant la question à tous les quatre. Qu'en est-il à un niveau plus fin? Donc, on voit qu'il y a ce niveau national. Qu'en est-il à un niveau plus fin? On a commencé à l'aborder, hein, à l'échelle des projets. Quels sont les besoins? Et puis, les processus de production qui sont mis en œuvre, est-ce qu'ils répondent bien à ces enjeux nationaux comme à des enjeux plus locaux? Et puis, est-ce qu'il y a des innovations technologiques récentes dans le domaine, hein, autant au niveau national qu'au niveau local? Donc, je vais reprendre un petit peu le même ordre d'intervention que tout à l'heure et commencer donc par le CEREMA et Frédéric Lasseron. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces quelques questions? Oui, je serai peut-être moins long que moi pour la première intervention. Vous avez compris qu'on est sur, entre guillemets, une méthode plus classique. Toutefois, c'est une méthode qui évolue, il y a toujours un peu d'innovation. Et pour vous montrer en fait que ce n'est pas forcément deux mondes qui ne se parlent pas, voilà, la première, on va dire, nouveauté, innovation, c'est qu'on réutilise, par exemple, toujours dans l'optique du thermomètre, hein, et sur les techniques d'occupation du sol ou production d'occupation du sol, on n'a pas un désintérêt au produit, au contraire, très, très intéressé. Je mentionnerai qu'on a, alors pas dans les capacités des autres intervenants, mais on a, nous, un pôle satellitaire qui nous permet de faire une veille technologique sur toutes ces méthodes de production, d'utilisation de l'image satellitaire, des photos aériennes, de la photo-interprétation, pas du tout avec des moyens de production et de passage à l'échelle industrielle, hein. Donc vraiment dans une optique on va dire, de veille technologique. Et puis en termes, on va dire, de complémentarité ou d'innovation, eh bien, la réutilisation de ces données déclaratives fiscales, même si on n'est pas bon pour qualifier l'usage, parce qu'on a bien vu qu'il y a deux composantes. Et sur la composante usage, sur les espaces NAF, on est un peu, entre guillemets, nous, en aveugle, on ne sait pas bien préciser l'usage précis des sols. Par contre, en milieu urbain et très urbain, sur un poste U235 de l'occupation du sol, la réinjection des données, on va dire, attributaires du cadastre nous permet notamment de qualifier des polygones de l'occupation du sol
qu'on aurait un peu de mal à avoir en termes d'usage à la photo-interprétation en disant, bah voilà, on est plutôt avec une dominante activité, une dominante habitat collectif, habitat individuel. Donc on a toujours, faut imaginer que c'est pas deux mondes qui se parlent pas, c'est qu'on arrive toujours à recroiser les données entre elles pour un enrichissement mutuel. Voilà ce que je pouvais dire et tenter de répondre modestement à votre question, Monsieur Laurie. Merci Frédéric Lasseron. Donc, même, je dirais, même question pour l'IGN et Frédéric Hainaut. Donc, où en êtes-vous au niveau des innovations technologiques dans le domaine de la mesure de l'artificialisation des sols? Oui, alors sur la partie innovation, je profite de passer juste après Frédéric là, pour faire la transition. On a implémenté du coup dans le processus de production des données d'occupation des sols, hein, selon la nomenclature au CSGE, on a implémenté la méthode donc, développée par le CEREMA, qui vient d'être présentée, pour enrichir la couche usage de l'OCSGE sur les zones bâties. Et donc ça, effectivement, c'est un vrai plus là, dans l'amélioration et dans l'automatisation du processus de production. Sur la partie... il y a une autre partie de l'automatisation qui repose beaucoup sur l'analyse d'images. Donc, je n'ai pas dû être claire tout à l'heure parce que j'ai parlé de prise de vue aérienne. Alors, c'était pour dire que les données d'OCSGE que l'on va produire, dont on va piloter la production et que l'on va diffuser, sont calées sur les millésimes des prises de vue aériennes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'analyse que les images de ces prises de vue aériennes pour automatiser l'extraction d'objets qui seraient visibles sur les images. On utilise également le foisonnement d'images qui sont aujourd'hui disponibles, notamment les images du programme Copernicus, qui offrent une richesse tout à fait complémentaire de ce qu'on a avec les images des prises de vue aériennes. Les prises de vue aériennes sont très, on va dire, résolues spatialement, on voit un niveau de détail très fin, tandis que les images des séries temporelles du programme Copernicus ont un niveau de détail spatial beaucoup moins fin, mais par contre une répétitivité temporelle qui les rend très très intéressantes, puisque du coup on peut discriminer très facilement des phénomènes naturels ou des classes de végétation. Donc on met en œuvre des méthodes d'intelligence artificielle, essentiellement des méthodes d'apprentissage du deep learning sur ces images aériennes et ou satellites. Donc aujourd'hui, on extrait automatiquement des objets élémentaires qui sont fusionnés à d'autres objets de base de données géographiques existantes pour composer les classes de la nomenclature d'OCSGE. Ça, c'est l'état de l'art actuel qui nous permet de faire ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas encore dans un niveau qui permette de se passer complètement d'interaction humaine, et donc on doit encore faire corriger ces informations par des opérateurs pour respecter les spécifications. Et j'aurai peut-être l'occasion de parler plus tard de ce qu'on espère faire un petit peu plus tard, sachant que l'état de l'art technologique sur ces sujets-là est effervescent et évolue très très rapidement. Juste pour terminer, parce qu'il me semble que ça faisait partie de la question, donc on évoque donc une nomenclature à très grande échelle, enfin à grande échelle, c'est l'OCSGE, donc ça convient pour décrire un phénomène diffus, ténu, etc. Et donc, effectivement, ça a été dit tout à l'heure par Nicolas Beaugendre, l'intérêt de cette nomenclature hiérarchique, c'est qu'elle a justement vocation à être enrichie au niveau local, si nécessaire. Alors, ce qu'évoquait Nicolas Beaugendre, si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui me paraît hautement souhaitable et qu'on n'est pas en train de faire en ce moment, en tout cas à l'IGN, faute de moyens, c'est non seulement, si nécessaire, d'enrichir la donnée, mais aussi de faire un accompagnement avec des calculs d'indicateurs qui donnent à voir de manière peut-être plus explicite que la donnée brute, qui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, est assez technique, mais cependant très riche. Et donc, je pense qu'en effet, la complémentarité d'acteurs qu'on a aujourd'hui sur cette table ronde, qui n'est pas complètement représentative de tous les acteurs de la société, mais c'est ça qui va nous permettre de relever le défi, de produire des données et d'en dériver une mesure fiable pour prendre les bonnes mesures ensuite au niveau politique.
Merci Raphaël Hainaut. Donc on reviendra sur ce sujet de la complémentarité, de l'emboîtement, qui est un sujet assez fondamental entre les différents niveaux. Pour continuer toujours sur celui de l'innovation technologique au niveau d'une entreprise comme Avinéon, donc on a bien compris que vous interveniez comme prestataire, notamment pour la production de l'OCSGE. Est-ce qu'il y a également des innovations dans le domaine, celui-là ou un autre? Oui, alors nous, avant tout, dans le domaine de l'OCSGE, c'est vrai par rapport à ce qui est dit, nous, aujourd'hui, sur la partie innovation, on va se positionner déjà pour apporter un travail, une analyse humaine qui va être nécessaire donc en amont et en aval des process automatiques, notamment, alors, pour parler un petit peu de ce qui se passe dans les territoires et au niveau des projets, l'occupation du sol a notamment vocation à cartographier, diagnostiquer et suivre des éléments complexes comme les zones en transition, donc les chantiers, les parcelles qui sont en construction. On peut aussi citer le cas des dents creuses en milieu urbain, des parcelles qui sont non construites, non utilisées, entre guillemets, non consommées. Ces deux exemples que j'ai donnés là, ça vise à donner une idée de la finesse et aussi de la complexité de ce qu'on cherche à cartographier. Et au moins pour l'instant, comme l'a dit Madame Hainaut, on a besoin de photo-interprètes et d'un œil humain pour pouvoir entraîner les modèles et aussi compléter ou corriger en sortie de modèle ce qui n'a pas pu être traité automatiquement. Ce que nous on fait aussi, alors ce à quoi on réfléchit et ce à quoi on aimerait prendre part, c'est pouvoir mobiliser d'autres sources de données. On travaille aussi pour le compte de l'hygiène d'ailleurs sur un autre programme phare qui est le programme LIDAR HD, qui vient apporter ici une autre source de données de modélisation numérique de terrain, de nuages de points, qui pourrait apporter des informations mobilisables pour tracer, pour traquer l'évolution des territoires. Ceci est aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore pas l'industrialisation de ce processus, c'est quelque chose qui est encore pas confirmé, qui est à travailler. Nous, on se positionne en soutien et en support sur ce thème-là pour pouvoir ensemble réussir à répondre aux besoins et donc à être capable ensemble de produire des données sur différents millésimes. C'est ça, sur produire les données sur les différents millésimes d'occupation du sol dont on a besoin, réaliser les analyses diachroniques dont on a besoin. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. C'est très intéressant d'avoir ce webinaire aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans un tournant là, un tournant technologique, un tournant de ce process. Et voilà. On y a pris part, on continue et on souhaite pouvoir compléter cet aspect innovation par l'aspect d'analyse humaine. Merci Florian Allary. Alors bon, l'innovation, j'imagine qu'une start-up comme Kermap, on est en plein dans la cible là. Ben, oui, exactement. En fait, nous, c'est un peu notre raison d'être. Hein. Si on n'est pas innovant, on n'existe pas, hein, très clairement. C'est un petit peu ça. Donc, effectivement, nous, ce qu'on va chercher, c'est vraiment de pouvoir... On regarde tout ce qui se fait en termes de recherche académique et de pouvoir valoriser tous ces travaux et de les appliquer à la société civile. Donc, on a notamment travaillé, on parlait d'innovation, etc. En 2019, on a sorti le site neuvilleverte.fr où on est venu extraire de manière automatique, à travers notre propre modèle propriétaire, toute la trame arborée sur l'ensemble des communes de France. De la même manière, en fait, c'était montrer notre capacité à extraire cette information de manière très fine, à l'échelle de l'arbre, et de pouvoir la valoriser de manière ergonomique, simple d'accès à travers un site web que tout à chacun peut aller consulter.
Et en fait, nous, ce qui nous fait plaisir, c'est quand on a des associations, des élus, etc., qui viennent et qui nous disent, bah, finalement, moi, j'ai utilisé aussi cette donnée que vous avez mis à disposition. C'est un premier niveau d'information, forcément, puisque nous, l'idée, c'est ensuite d'avoir des enjeux plus qualifiés pour venir travailler de manière plus fine sur leur territoire et aller vraiment au bout sur tout ce qui va être plan canopé, îlot de chaleur, etc. C'est un ensemble. Mais de pouvoir déjà extraire de manière automatique toute cette trame arborée, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important en ce moment même où on voit bien qu'il y a une volonté de nature en ville qui est extrêmement importante. Et pour ces territoires, pour les communes, les EPCI, etc., finalement avoir un inventaire déjà exhaustif de ce qui se passe sur leur territoire est important. Sur la partie artificialisation des sols, nous, on travaille également sur tout ce qui va être détection de chantier, l'évolution des trames urbaines. Et là, on est vraiment sur du monitoring. Donc le monitoring, moi, j'utilise vraiment ce mot quand on va utiliser de l'image satellite, où on a une fréquence de revisite du capteur. On va dire pour un Copernicus, c'est entre 3 et 5 jours, mais globalement, il y a d'autres opérateurs privés où on peut même avoir une fréquence de revisite tous les jours, hein, c'est fou. Et il y a même certains programmes chinois, etc., qui projettent d'avoir une fréquence de revisite toutes les 10 minutes. Donc c'est des masses de données, enfin c'est quelque chose d'incroyable. Donc nous, déjà, de manière mensuelle, on travaille à venir extraire toutes ces informations, les nouveaux chantiers, les nouveaux sites d'extraction, l'évolution de la trame urbaine à l'échelle mensuelle. Et là, en fait, on va travailler sur des technos qui vont venir combiner des données optiques. Donc les données optiques, ceux qui ne sont pas spécialistes, c'est un petit peu comme nos yeux, hein, voilà, c'est des bandes spectrales un petit peu comme on l'en voit, et avec aussi du radar. Et donc là, le radar, l'avantage, c'est qu'elle s'affranchit de la couverture nuageuse. Il y a d'autres contraintes, bien évidemment, mais la combinaison de ces deux types de capteurs nous permet de pouvoir qualifier et de pouvoir identifier des bâtis qui sont en train de naître sur certains territoires. Donc on a à la fois une vision très macro, hein, là on peut travailler vraiment à l'échelle, nous on monitore quasiment 28 millions de kilomètres carrés par mois, on fait des base maps, et on peut ensuite venir qualifier de manière très fine. Là on va être quand même plutôt sur de la couverture du sol. Et c'est pour revenir à ce que disaient les intervenants précédents, c'est que pour moi, l'IA, déjà, l'IA, c'est pas magique. Déjà, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, mais l'IA, il n'y a rien, entre guillemets, il n'y a rien de magique, c'est que si la donnée de calibration est mauvaise, ce n'est pas l'algorithme qui va vous sortir une donnée en sortie de modèle de bonne qualité. Et ça, c'est important à se faire, c'est pas magique. Donc, les informations que peut porter le CEREMA avec l'analyse des fichiers magiques, etc., aident finalement à avoir des données de calibration de bonne qualité pour s'assurer que les modèles qui vont être mis en place apporte une information en sortie qui puisse être utilisable et de relativement de bonne qualité. Sur les usages des sols, c'est là où pour moi il y a un gros gap. C'est que l'usage des sols, c'est un peu une vision anthropique. Et cette vision anthropique, c'est très compliqué juste via de l'intelligence artificielle à venir exploiter. Donc on peut venir croiser des informations. Donc là, on est plutôt sur des croisements géomatiques, on va dire relativement classiques, hein, même si la mise en place de chaînes de traitement, ça c'est quelque chose de relativement innovant pour gagner du temps, ça c'est très important. Mais sur la partie IA et sur l'usage des sols, c'est quelque chose qui est pour moi est assez compliqué à faire selon les enjeux, la manière dont est défini tel ou tel usage. Et voilà, et ça c'est pour moi quelque chose qui est un enjeu majeur dans le futur de l'IA, c'est d'avoir des données de calibration de bonne qualité. Donc c'est de pouvoir aussi avoir accès à ces bases de données qui sont peut-être à l'échelle d'un ministère ou autre, pour pouvoir utiliser dans des modèles qui vont ensuite servir sur la qualification d'artificialisation des sols, par exemple. Et ensuite, juste pour terminer avec ce que disait M. Allary et Mme Hainaut sur notamment la prochaine couverture nationale avec des données LIDAR, où là, on va être plutôt sur des modèles numériques de terrain, etc. Mais on va savoir utiliser et innover à partir de cette nouvelle source de données sur de la qualification, la croissance de forêt ou autre. Et ça sera déjà un sujet peut-être un petit peu annexe de l'artificialisation des sols, quoique, et toutes ces nouvelles sources de données pourront être utilisées, améliorées, utilisées avec de l'IA pour pouvoir gagner du temps, mais pour moi, la partie humaine, expertise, restera quand même fondamentale sur ces sujets-là. Merci Nicolas Beaugendre. Donc, on retient que l'IA n'est pas magique, mais en tout cas pour la partie usage, heureusement qu'on a les fichiers magiques. Bon, c'est Akatsu, mais ça vaut Katsu, mais en tout cas, ça va nous permettre de faire la transition par rapport à la dernière phase de notre table ronde. Donc,
bon, on l'a vu, on a quand même un certain nombre de projets qui sont des projets très ambitieux. Donc, autant au niveau national que à un niveau plus local, hein, voilà, il y a quand même des choses qui se mettent en place un peu partout, au niveau des SCOT, au niveau des régions. Donc, des projets très ambitieux. Alors, bon, ce projet d'observatoire national d'artificialisation des sols, qui, comme l'a dit l'IGN, donc qui combine à la fois innovation technologique et puis production industrielle, donc très gros défi. Alors moi, ce sur quoi j'ai envie maintenant qu'on échange un petit peu, c'est en fait c'est l'articulation. Alors, je pense qu'il y a quelque chose au niveau articulation entre les startups, les entreprises d'une part, et puis les opérateurs de l'État d'autre part. Est-ce qu'on ne peut pas optimiser ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux d'une part? Et puis aussi, j'ai envie de rajouter cette question-là, c'est au niveau complémentarité aussi, hein, puisqu'on l'a déjà abordé, complémentarité entre données nationales, données locales. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses à optimiser, bon, sachant que voilà, nous l'État s'est désormais fixé une trajectoire de zéro artificialisation nette pour 2050, donc il faut bien que tous les acteurs se mobilisent et se mobilisent tous dans le même sens. Donc même chaînage, je dirais, au niveau des questions. Je vais peut-être commencer par Frédéric Lasseron. Qu'est-ce que vous pouvez qu'est-ce que le CEREMA peut apporter sur ces sujets? Apporter, avant de répondre, je rebondirai sur les propos qui ont été énoncés par Nicolas et Raphaël sur la complémentarité. Alors, je souscris pleinement à cet aspect complémentaire. On s'en rend compte, nous, de plus en plus, en tant qu'opérateur de l'État. On ne peut plus mener, on va dire, de manière bilatérale pour le compte du ministère, des projets de cette ampleur, notamment avec on va dire pour dépasser l'aspect thermomètre, parce que l'objectif est bien de mettre en place une trajectoire de zéro artificialisation nette. Et ça embarque d'autres questionnements, d'autres problématiques que la mesure qui est nécessaire. On pense qu'on va pouvoir dépasser la mesure des indicateurs de consommation d'espace. Mais le but, c'est pas de faire des indicateurs de consommation d'espace pour, on va dire, faire des indicateurs de consommation d'espace. C'est de les partager, qu'il y ait une appropriation par les territoires, c'est évident. Et là, je rejoins cette complémentarité à double échelle. Et puis, dans la trajectoire en fait voulue, il y a ce zéro artificialisation nette. Alors certes, il y a le mot zéro, mais il y a le mot net. Le mot net, il va falloir le mesurer, et le mesurer sûrement de manière micro. Et l'apport on va dire, de process innovants, de technologies du secteur privé, moi, je suis très, très en attente de propositions techniques en tant qu'opérateur technique, également de nouvelles méthodes, de nouvelles process, sans aller vouloir non plus voir, on va dire, tout industrialiser et tout mesurer type Big Brother, parce que là, on va rentrer de plus en plus dans des difficultés d'ordre technique. Mais voilà, une appétence pour surveiller, être en lien avec un écosystème d'entreprises innovantes, notamment pour le suivi au plus près des territoires et pour le net du ZAN. Merci Frédéric Lasseron. Donc, et côté IGN, alors sur ce sujet de la complémentarité, des attentes réciproques entre les acteurs? Oui, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Frédéric. On ne l'a pas beaucoup mis en œuvre sur ce projet d'automatisation des processus de production de l'OCSGE jusqu'à présent, c'est-à-dire de se reposer sur des technos ou des briques qui auraient été développées par d'autres acteurs, parce qu'on était vraiment, si vous me passez l'expression, le nez dans le guidon. C'est un projet qui est quand même extrêmement ambitieux, parce que, je me répète, mais il a d'abord sa composante automatisation de chaîne de production avec des technologies très innovantes pour lesquelles les personnels sont loin d'être encore tous formés. Et puis, il y a aussi ce volet production. Donc, on s'est un peu
laissé submerger par l'ampleur des travaux à mener. Et on est justement là aujourd'hui, enfin depuis quelque temps quand même, hein, en train de se dire que c'est absolument essentiel que d'une part, on ouvre les résultats qu'on a déjà, même s'ils ne sont pas le meilleur de ce qu'on peut faire par rapport aux spécifications de la donnée, pour qu'à la fois les utilisateurs nous fassent dès que possible des retours sur la façon dont le produit, des retours sur le, on va dire oui, sur la qualité du produit, et aussi pour que sur d'autres sujets, des interlocuteurs techniques contribuent avec nous, hein, comme le font déjà le CEREMA et l'INRAE, à lever des verrous résiduels, des verrous techniques. Et juste pour terminer, peut-être, hein, justement sur l'avenir, je l'ai dit tout à l'heure, là on est à la fois dans une phase de conception de briques innovantes. Donc, je l'ai dit, il faut qu'on s'appuie davantage sur des partenaires extérieurs. On est dans cette phase-là et on est en même temps dans une phase où on doit industrialiser tout ça pour lancer la production France entière, ce qui est un défi considérable. Et du coup, on est obligé de mener à côté, en parallèle, hein, la partie R&D où on voit le coup d'après qui permettra notamment, comme vous l'avez dit, Florian, Nicolas, d'intégrer les données très riches du programme LIDAR et qui permettra aussi d'intégrer des nouveaux modèles, qui permettra aussi peut-être d'automatiser la partie renseignement de l'usage par des techniques d'intelligence artificielle qui ne s'appuieront pas sur de l'image, mais sur du moissonnage d'informations par ailleurs. Voilà. Merci Raphaël Hainaut. Côté point de vue d'une entreprise comme Avinéon sur ce sujet de l'articulation publique, privée, complémentarité. Oui, donc c'est vrai que tout à fait, nous on va être à porter notre pierre à l'édifice pour la partie, aujourd'hui pour la partie industrialisation. Donc on est sur des nouvelles choses, des nouveaux process. On va beaucoup apprendre. Nous, ce qu'on apporte encore une fois, ça va être à la fois une expérience, un savoir-faire, mais aussi une capacité de production. Les productions qui auront lieu prochainement vont être aussi l'occasion d'apprendre beaucoup. Et là-dessus, je pense qu'on sera très complémentaires entre les acteurs publics et les acteurs privés comme nous. C'est ensemble qu'on va réussir à progresser et à arriver là où on veut. Je vais être assez rapide parce qu'on a bientôt terminé. Mais c'est vrai que les acteurs locaux, je pense que les acteurs locaux sont aussi importants parce que une des difficultés et un des enjeux qui se posent là pour mesurer la consommation d'espace, c'est d'être capable de gérer la diversité des paysages français. C'est voilà notre beau pays qui attire beaucoup de touristes tous les ans, a des paysages très variés. Pour pouvoir interpréter les paysages du Cotentin et les paysages d'ici de Montpellier, là où je me trouve, c'est très différent. Ça n'a absolument rien à voir. Et là, pour répondre à ce besoin, donc oui, il faudra travailler ensemble entre les acteurs. Et nous, ici, encore une fois, voilà, on espère pouvoir apporter notre contribution à la mise en œuvre et à la mise en place et la mise en œuvre d'un process de production qui va permettre de répondre aux urgences, j'allais dire, j'entends par là, aux besoins à 2-3 ans, mais aussi à la suite et au suivi sur un plus long terme. Merci Florian Allary. Donc, j'imagine qu'une start-up, elle attend beaucoup des acteurs publics. Nous, en fait, des structures comme les nôtres, voilà, nous, on attend justement des opérateurs de l'État, que ce soit ministère, des structures comme l'IGN ou autres, de pouvoir travailler pour eux. Donc, avec eux, mais également pour eux. Je pense que voilà, les startups, on porte l'innovation, on est agile, et on peut apporter cette agilité aussi dans ces différents projets. Donc, la discussion qu'on a eue il y a un mois avec la nouvelle équipe dirigeante de l'IGN, donc M. Soriano et M. Toustou, poussait un peu dans ce sens-là, notamment pour les géocommuns. Donc, les géocommuns, ça va être des bases de données qui seront en open data, etc. Et pour la production de ces données, je pense que
on peut venir s'appuyer sur un tissu national d'innovation porté par les startups. Et voilà, et finalement, cet appui d'acteurs étatiques à travers de la commande publique, c'est aussi appuyer un développement économique, puisque les startups, les sociétés, enfin, il faut aussi voir ça comme c'est des emplois, c'est de la ressource, c'est des gens qu'on maintient dans le territoire, enfin, c'est vraiment un tout. Et c'est ça, en fait, qu'on attend. Nous, pour vous dire, on travaille aussi pour le ministère de l'Agriculture. On produit en quasi temps réel un indicateur de production de fourrage à l'échelle nationale. Donc, nous, clairement, ça ne nous fait pas peur. Et ce qu'on attend, c'est vraiment de pouvoir vraiment, de la même manière, répondre aux enjeux d'un ministère, d'un hygiène, etc., de co-construire des choses ensemble pour aller plus loin et plus vite. Voilà. Très bien, merci, merci à tous. Bon, ben là, je crois qu'il y a des... On est en train de créer du lien entre nos différents intervenants. Je pense que vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour la suite, pour donner une suite à tous ces échanges. Je me retourne un petit peu vers nos organisateurs pour savoir si on a des questions, parce qu'il nous reste un peu moins de 4 minutes. Oui, merci, merci Pascal. Donc, en effet, il reste un peu moins de 3 minutes. J'ai une question de Jean-Pierre Chéret qui demande « Est-ce que vous comptez piloter des données temps réel à terme ?» Alors, je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question. Moi, je veux bien apporter un premier élément de réponse. C'est un peu ce que l'on disait, c'est que il faut piloter des données en temps réel. Il faut voir ce que l'on veut monitorer. Est-ce que ça a du sens de monitorer en temps réel, par exemple, de l'étalement urbain? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'une donnée mensuelle, c'est déjà très très bien. Annuelle aussi. Une donnée en temps réel, je ne suis pas sûr que pour de l'artificialisation, c'est du sens. Ça a du sens pour autre chose. Des gens qui vont travailler sur de la logistique, savoir où se trouve un conteneur, etc. Enfin là, on est sur d'autres sujets. Là, du temps réel, ça a du sens. Savoir où se trouvent les bateaux, c'est déjà ce qui se passe. Il y a des boîtes comme Unseen Lab qui font de la surveillance en mer, et eux, en fait, c'est du temps réel. Sur de l'artificialisation, à mon niveau, je ne vois pas l'usage, mais peut-être que vous pourrez préciser dans le chat, Monsieur Chéret. Ouais, si je peux me permettre de compléter, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il faut quand même se méfier du mythe de la donnée temps réel ou de la donnée à l'échelle 1 sur 1 qui, je pense, est impossible et qui va poser aussi un problème qu'on n'a pas évoqué ici, mais qui est quand même extrêmement important pour le sujet qui nous occupe, c'est l'impact environnemental de tous les calculs qu'on va déployer pour automatiser la production de bases de données toujours plus précises et rafraîchies plus fréquemment. Donc, il faut garder ça en tête aussi et trouver le bon compromis entre une représentation fiable, précise, mais qui reste quand même raisonnable et frugale en termes de consommation énergétique. Juste pour apporter un petit complément aux discussions, là, donc, bon, je parlais tout à l'heure de 20 000 hectares consommés par an, hein. Ça fait 2,2 hectares par heure. Donc, c'est effectivement, je pense qu'on n'est pas sur un sujet comme l'artificialisation, c'est peut-être pas pertinent d'avoir du temps réel. Peut-être que côté Avinéon ou Cerema, sur le temps réel, vous avez des compléments à apporter? J'aurais pour ma part juste très, très rapidement un complément. C'est vrai que un des obstacles que je vois là, c'est l'aspect contrôle et qualité de la donnée. Au-delà du temps de production, il y a quand même des temps un besoin de recettes de la donnée. Et ça, je vois aujourd'hui mal comment est-ce qu'on pourrait lier ça avec une mise à disposition en temps réel. Et pour ma part, un rythme annuel, c'est déjà du temps réel pour mesurer l'artificialisation et du bon temps réel. Est-ce que nous avons une autre question? Alors, il reste 20 secondes, donc je pense que ça va être un peu court pour y répondre. Voilà, j'invite la personne qui a posé la question à se retourner vers nous pour avoir éventuellement plus d'informations. En tout cas, merci à tous pour cette table ronde très intéressante et je vous invite à continuer à participer aux tables rondes suivantes, donc la prochaine à 11h20. Voilà. Merci à tous. Très bonne journée.
Merci Au revoir et bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.